Alors, la décision des pays de l'AES, je pense qu'il faut la comprendre en allant sur la compréhension même de la création de l'AES. D'abord, parce que l'AES a été créée pour répondre à deux problématiques principales, hein. La première, c'est, comment dire ça, prendre en charge les questions sécuritaires, de défense. Donc, en réaction à la décision d'intervention de la CEDEAO, militairement, d'intervenir militairement contre l'un des membres de l'AES. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est le plus important et qui nous concerne ici, c'est un peu, on va dire, la conséquence de la création même de l'AES. Après avoir fait le constat, on va dire ça comme ça, de beaucoup de faiblesses, notamment en matière de gouvernance, hein, de la CEDEAO, décidé de se retirer. Et l'un dans l'autre, les menaces dont je parlais tout à l'heure constituent véritablement l'un des griefs les plus importants qui ont été présentés par les membres de l'AES. Mais c'est vraiment dans différents aspects que cette décision a été prise. Et je pense qu'il faut se référer à la substance même de ce qui a été dit au moment où ces entités-là sortaient pour bien comprendre. Cela dit, on peut retenir que la décision telle qu'elle est prise, elle vient en fait pour répondre à ces deux problématiques. D'une part, prendre en main les questions sécuritaires et de défense que j'ai évoquées, mais aussi surtout peut-être ne plus avoir à subir le diktat de, c'est un peu fort peut-être comme mot, mais le diktat des questions de gouvernance relevées tout à l'heure dans ce que je disais. Bon, alors, quand vous êtes dans un groupe, on va dire ça comme ça, et que l'un ou plusieurs membres de ce groupe décident de partir souverainement, hein, en plus, vous avez le choix. Vous pouvez dire, bon, on vous laisse partir, ou alors, c'est dire que ça peut avoir un certain impact si ces membres vous quittent. Et je pense que dans ce cas, vous avez deux choix. C'est de dire, je vous laisse partir ou alors vous restez et dans ces conditions, on négocie. Et je pense que c'est cette seconde option que la CEDEAO a décidé de prendre. Aujourd'hui, on a vu les missions de bons offices, hein. On a aussi vu récemment les mandats très explicites qui ont été donnés à des chefs d'État pour aller essayer de faire infléchir la position de ces pays de l'AES. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces pays n'ont pas vraiment envie de rester et le clament vraiment très fort, quoi. Donc voilà un peu ce que je peux dire. L'alternative, c'est de voir comment tout ça s'arrange avec le temps. Parce que ce qu'il y a de bien dans les organisations internationales, c'est que il y a toujours un mode d'adhésion, mais il y a aussi un mode de sortie. Donc on peut penser qu'avec le temps, en trouvant les mécanismes qu'il faut et en jouant avec le temps, ces pays peuvent, en tout cas l'organisation régionale peut arriver à infléchir la position de ces pays de l'AES. Oh. On pourrait passer toute la journée là-dessus, vous savez, mais il faut retenir, à mon avis, quelques points essentiels. C'est que il y a d'abord la mission de la CEDEAO, hein. Je parle beaucoup de la CEDEAO, mais il faut comprendre que tout ça, ça impacte l'UEMOA, hein, d'une façon ou d'une autre. Et les grandes avancées qui ont été quand même faites par la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes, des peuples, c'est l'infléchissement, je dirais, des barrières douanières, c'est l'intégration régionale, tout simplement, économique aussi, régionale. Et on peut penser que le premier impact d'abord, je ne dirais pas que c'est physique, mais ça va être territorial pour la CEDEAO, qui va être amputé, tout comme l'UEMOA d'ailleurs, peut-être pas à ce niveau, à ce premier stade, mais amputé d'une partie de son territoire, d'une grande partie de son territoire et de sa population. Première chose. La deuxième chose, ou peut-être la troisième chose, puisque j'ai parlé des avancées qui ont été
acquises dans la libre circulation et dans les barrières. Évidemment, ces barrières vont se remettre en place d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas totalement, mais d'une façon ou d'une autre, ces barrières vont se mettre en place. Et ça veut dire clairement que soit les populations auront du mal à circuler, soit les avancées dont je parlais tout à l'heure vont se restreindre pour certains pays, ou ces pays de l'AES en tout cas, et par ricochet, on va dire ça comme ça, les pays de l'UEMOA, sachant très bien que l'UEMOA reste quand même une sous-entité de la CEDEAO. On peut aller plus loin et sur la question de la sécurité régionale. Sur la question de la sécurité régionale, je vous indiquais tout à l'heure que l'AES avait été créée pour répondre à un besoin de défense intérieure et de défense tout court, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que l'AES va prendre en charge la gestion de sa question sécuritaire et ça en termes de partage d'informations pour on va dire une région qui se veut intégrée. Cela peut être un peu problématique. Maintenant, si on descend un peu plus bas au niveau de l'UEMOA, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, évidemment, les décisions qui vont être prises par la CEDEAO vont avoir un impact et une obligation presque de renégociation, disons, d'accord que l'AES va devoir avoir avec l'UEMOA qui, ne l'oublions pas, a un volet économique, mais qui est d'abord lié par un pan de politique monétaire, je dirais de monnaie, qui est très très forte. Et vous avez entendu récemment que l'AES considère que la création de la monnaie, en tout cas de leur propre monnaie, n'est pas totalement une utopie. Donc je pense qu'on peut intégrer cela aussi comme impact dans les, disons, les conséquences possibles de la sortie de la CEDEAO et même de l'UEMOA. En termes d'impact pour l'UEMOA, hein, c'est évidemment, dans ce genre de conditions, l'AES va explorer avec d'autres entités, soit régionales, soit sous-régionales, ou bien même d'autres pays limitrophes, tout simplement, les accords qui vont être des accords commerciaux, des accords économiques. Pour exemple, hein, vous savez, aujourd'hui, il y a quelques difficultés entre le Niger et le Bénin. Il n'est pas impossible que le pipeline pétrolier qui part du Niger au Bénin soit réorienté vers le Cameroun, par exemple. Ça, c'est un gain, une perte qui est fort probable pour les mois. Je pense qu'il ne faut pas s'alarmer pour autant, d'accord? Autant pour la CEDEAO que pour l'UEMOA, parce que, vous savez, les grands ensembles se fissurent, hein. Ça se crée, ça se remodèle. Et ce qui se passe, c'est que quand ça se crée, de nouvelles relations se créent, d'accord? Et la vraie question aujourd'hui, c'est quelle est la nature des relations que la CEDEAO, l'UEMOA et l'AES voudront mettre en place. Si ces rapports sont sains, si ces relations sont saines, évidemment, ce sera, disons, une relation et des liens qui seront gagnant-gagnant pour les uns et les autres. Vous savez, l'URSS a implosé, mais ces pays ont survécu et ça, c'est dans la nature des nations et des États.